Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Wa alaykoum salam. Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que tout le monde a rejoint ceux qui avaient TD Algo? Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Ok. Bien, monsieur. Donc on peut commencer le cours. Alors la fois passée, on s'était arrêté avec les types de communication. Donc on avait introduit l'unicast, le multicast, le broadcast, le geocast et le anycast. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ces principes de communication? Est-ce que vous avez compris le concept? Monsieur, j'ai pas compris le geocasting. Ok, le géocasting, on peut refaire. Alors justement, un exemple du géocasting, c'est, j'avais parlé des réseaux véhiculaires. Donc ce sont des nouveaux réseaux qui sont implémentés dans les pays, qui m'a le Japon, qui m'a les États-Unis et certains pays européens. Donc le principe, c'est d'interconnecter les voitures entre elles, donc les véhicules entre eux, dans les autoroutes ou là dans les agglomérations. Et donc d'envoyer un certain nombre d'informations, notamment lorsqu'il y a des accidents, ou là ça permet aussi aux utilisateurs, donc aux conducteurs de rechercher de l'information particulière, par exemple une station de service ou bien un restaurant qui soit assez proche. Donc à travers ce réseau-là, ce réseau véhiculaire, donc on arrive à envoyer des requêtes et obtenir des réponses. Mais le premier objectif qui a poussé à créer ces réseaux-là, c'est de pouvoir réguler le trafic et d'envoyer des messages d'alerte. Donc on imagine par exemple quelque part qu'il y a un accident, et donc au lieu d'abreuver tout le réseau avec ce message d'alerte, on va l'envoyer simplement vers les véhicules qui se trouvent en amont de l'accident. Ok. Donc le paquet d'alerte qui va être dirigé vers une localisation. Donc toutes les machines qui se trouvent tous les véhicules qui se trouvent dans une localisation bien déterminée vont recevoir l'alerte. Donc ça, c'est un exemple pratique. Un autre exemple, c'est la publicité. Donc vous recevez tous des publicités au niveau de Facebook, au niveau de YouTube. Donc ces publicités, elles sont ciblées. C'est-à-dire que si vous allez par exemple en France ou là dans un autre pays, vous n'allez pas recevoir la même publicité. Parce que les produits qui vont être commercialisés ne vous intéressent pas, ou peut-être qu'elles ne sont pas commercialisées dans votre pays. Donc c'est une publicité qui va être ciblée par rapport à votre adresse. Donc on va envoyer une publicité par rapport à votre adresse IP qui peut être localisée. Donc on va cibler par rapport à votre adresse. Donc si vous vous trouvez en Algérie, on va vous envoyer toutes les publicités qui vous concernent. Si vous êtes dans un autre pays, ce sera aussi la même chose. Donc ça, c'est du geocasting. Donc je vais envoyer un paquet, non pas à tout le réseau Internet, mais par rapport à sa localisation géographique. Et on peut aussi trouver pas mal d'applications, c'est-à-dire des applications militaires, des applications aussi de secours, si je dois envoyer aussi des alertes de secours. Ou bien par exemple si je fais de la surveillance de frontières, que je dois faire une alerte, je vais l'envoyer simplement où là où il y a eu une intrusion. Donc une l'adresse donc elle va être analysée et on va voir si l'adresse du destinataire se trouve dans une localisation ou non. Donc si elle est concernée par le paquet, donc je vais lui envoyer, sinon je ne lui envoie pas. Donc c'est ça le principe de le géocasting. Donc ciblé par rapport à une raison géographique. Oui? monsieur le VPN كيفاه يديرها Pardon? monsieur ou le VPN كيفاه يديروا باه يبدلوا leur localisation J'ai pas compris le premier terme. Qu'est-ce que tu as dit en premier lieu? VPN monsieur Pourquoi tu parles de VPN ici? هو فيه يبدلوا la localisation تاعهم هذيك كيفاه يديروا باه يبدلوها Mais Bedoulouage, c'est-à-dire peut-être tu vas envoyer c'est-à-dire dans le paquet. Donc si tu envoies par exemple une adresse, donc ça sera une adresse ciblée qui va concerner une région géographique. C'est-à-dire si j'ai envie d'envoyer à tous les utilisateurs qui se trouvent en France. Donc je peux les retrouver grâce à leur adresse IP. Donc je vais les cibler dans tous les utilisateurs qui se trouvent en France. Donc les adresses IP qui se reconnaissent par rapport à cette région-là vont être concernés par le paquet. Ceux, par exemple, qui se trouvent en Algérie ne vont pas recevoir le paquet. Parce que l'adresse de destination que je précise, ça sera une adresse par rapport à une zone géographique. Je ne sais pas si tu saisis. Bien que je n'ai pas compris où tu as parlé de VPN ici.
C'est خاصة j'étais à côté de la plaque. Ok, donc c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Donc je sais pas si tu comprends en tout cas le principe de la géocasting. C'est envoyer l'information en fonction de ta localisation. C'est-à-dire que quelle que soit la machine, du moment qu'elle se trouve par exemple dans, on va dire Alger ou la Oran, donc elle va recevoir l'information. Donc si j'ai envie d'envoyer vers toutes les personnes qui se trouvent dans Alger parce qu'il y a une alerte, je ne sais pas, peut-être une inondation, peut-être un séisme ou là, mais donc tu vas envoyer cette alerte simplement pour les éléments, en tout cas les utilisateurs qui se trouvent dans cette région. On le voit des fois avec les réseaux GSM, c'est-à-dire les réseaux téléphoniques. On vous envoie des SMS. Ne pensez pas que ces SMS vont concerner toute la population algérienne. Elles sont ciblées par rapport à des régions aussi. Ok, donc les numéros de téléphone, par exemple, qui vont être concentrés au niveau d'une zone géographique particulière, vont recevoir un certain nombre d'SMS. Les autres, non. Donc ça, c'est quelque part du géocasting. Donc je vais cibler l'information par rapport à des utilisateurs qui se trouvent dans une zone géographique déterminée, qui a été ciblée à l'avance. Une autre question par rapport au type de communication. C'est bon, on peut avoir... Oui, oui, oui. Alors, par exemple, en Algérie, c'est Algérie Télécom هي اللي تسيب les adresses. وان فرنسا عندهم كان لهم les adresses تاعهم هذه كاين على حسب l'adresse اللي تعرف l'information وين تروح. Je t'ai donné tout à l'heure un exemple quand tu vas sur YouTube ou la Facebook. Tu reçois des fois des publications, normalement toi tu les as pas choisies. Tu trouves la terminologie sponsorisée, c'est-à-dire que tu as pas mal d'accueils de publicité ou de pages web qui t'apparaissent ou une mektuba sponsorisée. Ça c'est par exemple des personnes qui ont voulu, qui ont acheté de la publicité auprès de Facebook et qui ont demandé à ce que leurs produits par exemple soient diffusés au niveau de la population algérienne. Ok, donc ils ont ciblé. Donc qu'est-ce que va faire Facebook? Donc elle va prendre les clients Hadoma qui ont demandé à faire de la publicité, elle va le diffuser par rapport à une zone géographique qui est l'Algérie. Elle ne va pas le faire pour par exemple la France. Donc si tu vas en France, tu ne vas pas recevoir ce type de publicité. Donc lorsqu'on diffuse donc ces informations, on le fait par rapport à des abonnés qu'on connaît bien sûr à l'avance, qui se trouvent dans qui se trouve par exemple en Algérie, qui ne se trouve pas au niveau de la France. Et c'est grâce aux adresses, hein, donc on verra par la suite les adresses. Donc il y a les adresses IP logiques qui permettent de déterminer la localisation. Ok. Si tu vas par exemple sur Google Maps, tu vas sur Google Maps, je ne sais pas si tu as déjà utilisé Google Maps, il arrive à te localiser. Il arrive à savoir où tu es à l'instant T, grâce à ton adresse. Quand tu veux faire, par exemple, tu veux trouver la route ou trouver ton chemin, si tu utilises Google pour t'aiguiller, par exemple, si tu conduis et tu veux trouver le chemin, il arrive à te localiser, à te trouver le chemin qui va vers une destination. Parce que ton adresse IP à l'instant T, donc, te permet de localiser sur une zone géographique. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, les adresses donc logiques permettent de localiser donc l'équipement tag. Bon, pas toi, mais c'est l'équipement, c'est-à-dire soit ton ordinateur, soit ton smartphone. Donc, on arrive à savoir où est ta position exacte au niveau de l'espace, géographiquement. Donc, ce qui permet justement d'utiliser le géocasting pour envoyer des données particulières, ciblées, bien sûr par l'émetteur. Donc, c'est l'émetteur qui choisit vers où il va envoyer. Hein. Donc, s'il veut, par exemple, cibler une certaine population, donc il va le préciser. Je ne sais pas si je réponds à ta question ou là, tu as posé autre chose comme question. Non, je voulais juste savoir les adresses اللي نجيبوهم لهم. Est-ce qu'Algérie Télécom هي اللي تمد هاد les adresses باش نقدروا نعرفوا la région هذه؟ Non, c'est ce que je viens de te dire. Bon, on rentre pas dans les détails des adresses parce que les adresses, tu vas les voir par la suite, notamment dans le deuxième semestre avec TCP/IP. Mais les adresses, les adresses logiques, hein, parce qu'on avait parlé au début qu'on avait des adresses physiques et des adresses logiques. Les adresses logiques te permettent de te localiser. Ils permettent de savoir où tu es. Donc si je veux cibler, je dis j'ai envie d'envoyer vers toutes les personnes qui se trouvent par exemple en Algérie. Donc automatiquement je dis vers l'Algérie, donc toutes les personnes, grâce à leur adresse logique, j'arrive à les cibler. C'est-à-dire ton équipement, chaque équipement, ton ordinateur, ton smartphone, il a une adresse. Il a une adresse
logique qui lui permet de se connecter au réseau. Donc s'il est connecté au réseau Internet ou là, au réseau GSM, par exemple le réseau téléphonique, il a une adresse. Et cette adresse permet de le localiser. D'accord? Sans rentrer dans les détails, c'est quoi ces adresses? C'est-à-dire il y a une adresse qui est attribuée à tout équipement qui est raccordé au réseau. Et cette adresse-là te permet de te localiser géographiquement et dans le réseau aussi. Ce qui permet justement de t'envoyer de l'information. Donc si j'ai envie de t'envoyer un paquet, je dois connaître ton adresse, c'est-à-dire l'adresse logique TEAC, tu as l'équipement. D'accord? Et donc cette adresse-là peut être utilisée aussi pour te localiser géographiquement dans l'espace. C'est-à-dire où tu es, dans quel pays, dans quelle ville, etc. Donc celui qui envoie, en fin de compte, c'est pas lui qui a les adresses. Lui, il précise simplement la région, c'est le réseau qui fait en sorte de ramener le paquet vers telle zone géographique. Grâce à des protocoles. C'est qu'il y a des protocoles spécifiques qui permettent de faire ça. Ah, d'accord, merci. Mais bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi sauter les étapes. Hein, c'est-à-dire prenez les choses de manière très simple. Bah, vous allez détailler. Quand vous allez faire aborder d'autres modules, notamment TCP/IP en deuxième semestre, là vous comprendrez mieux ces choses-là. Okay. Pour les moments, vous les prenez de manière très superficielle. Alors, un autre problème qui peut survenir dans les réseaux transport, c'est la synchronisation entre les équipements. Alors, des fois, pour acheminer les données, puisque le réseau transport, c'est le réseau qui est censé acheminer des données entre des émetteurs et des destinataires qui ne sont pas directement connectés. C'est ça, voilà, on a introduit le réseau transport. C'est ce réseau intermédiaire dont le rôle est d'acheminer les données vers des destinataires qui sont lointains. Pour cette tâche-là, c'est-à-dire pour pouvoir acheminer ces données, des fois j'ai besoin de synchroniser les équipements, les routeurs, les commutateurs, ce qu'on appelle les nœuds de transfert. Alors, la synchronisation pose problème. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les mêmes horloges. On a déjà parlé de ce problème de synchronisation dans les chapitres 2 pour le transfert des informations, mais on peut aussi donc le généraliser aussi pour la synchronisation des tâches. C'est-à-dire si on a plusieurs équipements ou plusieurs nœuds qui doivent se collaborer pour réaliser une tâche, pour acheminer de la donnée, il faudrait qu'elles aient une même horloge, c'est-à-dire qu'elles devraient se synchroniser par rapport à un temps, c'est-à-dire voilà, on doit faire telle action à tel moment, etc. Donc pour pouvoir se synchroniser, il faut avoir un référent temporel. Donc il faudrait revoir une même montre, c'est-à-dire. Mais si les montres ne sont pas, c'est-à-dire synchronisées par rapport au même référent, je peux avoir des décalages. Et ça arrive parce que les équipements travaillent par rapport à leur horloge locale en général, qui, même si elles sont bien réglées, peuvent avoir des décalages. Parce que au niveau des équipements informatiques, je travaille, mais je suis à l'échelle de la seconde. Je travaille à l'échelle du microseconde, voire plus, voire au nanoseconde, c'est-à-dire 10-6 secondes, voire 10-9 secondes, parce que c'est des transmissions qui sont très rapides. Et donc, je peux avoir des désynchronisations entre les équipements, même si je suis réglé. Donc, on va dire que l'horloge des équipements, lorsqu'elle est distribuée, c'est-à-dire que chacun a sa propre horloge, on dit que c'est une horloge plésio-chrome, c'est-à-dire qu'elle est presque synchrone. C'est-à-dire que les horloges essaient d'avoir à peu près le même référent, mais ce n'est pas le même, parce que je ne peux jamais garantir que l'horloge terrestre est la même que la tienne, par exemple. Même si je la règle à la seconde près, il y aura toujours un décalage, peut-être à l'échelle 10-6 ou la 10-9 secondes. D'accord? Donc ça, c'est un problème qui se pose dans les réseaux en général. Maintenant, il y a une autre solution, mais aussi qui a ses propres problèmes, c'est de considérer une horloge globale. C'est-à-dire une horloge atomique, où là, c'est elle qui donne le top. Et donc, je vais me référer par rapport à cette horloge. Mais là aussi se pose le problème, c'est comment acheminer le top de cette horloge vers les équipements. C'est-à-dire comment faire transférer le signal de l'horloge, des communes, vers tous les équipements qui doivent se synchroniser par rapport au temps que va donner cette horloge. Donc là aussi, c'est un problème dont on n'a pas aussi de solution, j'allais dire, efficace. Ok, parce que le top header qui peut mettre un temps différent pour arriver à un équipement vers un autre équipement. Tout dépend de l'éloignement des équipements par rapport à ce top.
par rapport à cette horloge commune. Donc ça, c'est un problème qui est toujours posé dans les réseaux. C'est-à-dire comment synchroniser les équipements. On n'a pas de solution, j'allais dire, idéale. Hein. Donc soit on utilise, donc chacun utilise sa propre horloge et on essaie de synchroniser comme on peut, soit on essaie d'implémenter une horloge commune, externe, et d'envoyer le signal à tous les équipements. Alors, on a parlé depuis tout à l'heure de nœuds de transfert. C'est quoi ces nœuds de transfert? En fait, quand ils sont de deux natures, soit c'est des commutateurs, soit c'est des routeurs, soit c'est les deux. C'est-à-dire soit ils font la commutation, soit ils font le routage, soit ils font la commutation et le routage. Bon, par la suite, on expliquera c'est quoi la commutation et c'est quoi le routage. La commutation et le routage, ce sont deux politiques ou deux techniques qui permettent d'acheminer la donnée dans le réseau. Ils doivent, ces nœuds de transfert, c'est-à-dire ces nœuds intermédiaires qui doivent acheminer la donnée vers les destinations, doivent supporter des trafics homogènes et sporadiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par trafic homogène ou bien sporadique? C'est-à-dire, quand on parle de trafic homogène, c'est-à-dire que c'est des informations qui arrivent avec des vitesses régulières. C'est-à-dire que j'ai toujours, par exemple, une trame toutes les secondes. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un trafic homogène. Quand je parle de trafic sporadique, c'est un trafic qui change. C'est-à-dire, des fois, je reçois une trame, je n'ai rien, je reçois 2 trames par seconde, peut-être je ne reçois rien pendant un certain temps, peut-être je peux recevoir 3 trames. Donc ça, c'est un trafic qui est variable, qui change dans le temps. Et c'est un trafic qui pose problème. Pourquoi? Parce qu'il peut, par exemple, saturer les nœuds, parce que les nœuds ont des mémoires, ils ont une capacité de traitement. Si par exemple j'ai un trafic homogène, je peux me caler par rapport à la vitesse. J'ai une trame par seconde que je reçois, donc je vais me caler pour traiter une trame par seconde. Par contre, si je n'ai rien pendant longtemps, toute la donnée, tout le trafic arrive d'un coup. Ok? C'est là où je vais saturer les routeurs ou les commutateurs, parce qu'ils auront une charge très très forte d'un coup. Ok? C'est comme lorsque vous prenez l'autoroute ou la route, pendant un certain temps il n'y a rien, le trafic il est fluide. Donc vous pouvez circuler. D'un certain moment, par exemple, lorsque tout le monde sort du travail, là vous avez une charge très importante. Et donc vous avez les autoroutes qui sont bloquées et la circulation qui est arrêtée. Okay? Donc là on a une variation du trafic. Et c'est là où on va créer justement des embouteillages. Okay? Parce que tout le monde sort en même temps. Tout le monde arrive en même temps. Si par exemple on avait décalé certaines personnes le matin, Wahid il va dire je ne vais pas sortir à 16h, je vais sortir à 17h pour justement ne pas embouteiller le trafic. Là, j'aurai peut-être un trafic un peu plus fluide. C'est le même principe dans le réseau. C'est que des fois, tout le monde décide d'envoyer en même temps. Et là, on va saturer les nœuds. Alors que si, par exemple, on essaie d'étaler, par exemple, les communications dans le temps, là, on va moins surcharger les nœuds de transfert. D'ailleurs, vous le remarquez, des fois la nuit, votre connexion Internet, elle est moins fluide. Parce que tout le monde se met à connecter la nuit, quand il rentre chez lui. Alors que peut-être durant la journée, vous avez une connexion un peu plus fluide. Alors, on vous dit les fonctions principales d'un nœud de transfert sont les suivantes. Analyse et traduction de l'entête du paquet. Donc, donc chaque paquet, il a une entête. Et donc, ces entêtes-là vont contenir notamment les adresses. Ce qui va permettre justement de trouver le chemin ou de déterminer le chemin pour acheminer le paquet vers la destination. La commutation, donc appliquer la commutation ou le routage pour l'acheminement de ce paquet. Donc on avait dit tout à l'heure qu'il y a ces deux techniques qui vont être utilisées, soit séparément, soit conjointement. Multiplexage des paquets sur la sortie déterminée. Donc s'il y a plusieurs paquets qui doivent prendre le même chemin, donc il faut les multiplexer physiquement. Ça, on avait vu l'histoire de multiplexage. Hein. Donc si plusieurs communications doivent transiter par une même liaison, donc il faut appliquer une technique de multiplexage, soit par partage de la bande passante, c'est-à-dire fréquentiel, ou bien dans le temps en utilisant par exemple un multiplexage synchrone ou bien asynchrone. Et on vous dit avec les contraintes suivantes. Donc on vous dit la transmission d'un flux peut s'opérer sur des chemins différents. Ça veut dire que les paquets peuvent ne pas prendre les mêmes chemins. Vous pouvez avoir des paquets d'un même flux, c'est-à-dire la même donnée qui est constituée de plusieurs paquets, et chaque paquet va prendre un chemin totalement différent. Pourquoi? Parce qu'au niveau des routeurs, des commutateurs, on ne va pas le router
avec le même chemin. Ça peut arriver. Ok. Donc des fois les liaisons sont encombrées, donc le routeur peut choisir de router le paquet vers un chemin qui est totalement différent par rapport au paquet précédent. Donc on n'applique pas toujours la même procédure de routage. En tout cas, le résultat de la procédure de routage ne donne pas forcément les mêmes chemins pour tous les paquets. Là, on vous dit plusieurs trafics peuvent partager une même liaison, oui. C'est-à-dire on peut avoir plusieurs sources ou plusieurs émetteurs qui émettent dans le réseau. Et donc, je suis amené à multiplexer, ce que j'ai dit tout à l'heure, à multiplexer ces trafics sur une même sortie. Ok. Donc, c'est comme si vous prenez la route, à un certain moment, vous n'êtes pas le seul à prendre la route. Il y a plusieurs voitures qui vont vers la même destination que vous. Et donc, vous devez vous partager la route. Ok, donc ça, c'est le même principe aussi dans les réseaux. Ressources limitées. Alors, les nœuds de transfert ont des ressources limitées. C'est-à-dire qu'ils ont des mémoires avec une certaine capacité. Ils ont aussi des processeurs qui lui permettent de traiter les paquets avec une certaine limite. Donc, il ne peut pas traiter plus de paquets que ne peut supporter leur processeur. Donc c'est ce qu'on appelle les ressources. Et donc, s'il y a une forte charge, si par exemple il y a énormément de trafic qui arrive en même temps, je peux surcharger les mémoires et surcharger aussi le processeur. Ce qui va entraîner que peut-être le paquet va être momentanément non fonctionnel, donc il va tomber en panne, et toute la donnée ou tout le trafic qui circulait va être détruit et va être perdu. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle la saturation des nœuds de transfert. Donc ça peut arriver lorsque on est en forte charge, c'est-à-dire qu'il y a énormément de trafic qui va transiter par un nœud simultanément, c'est-à-dire en même temps, pendant une durée de temps très courte. Donc là, on vous précise ces ressources. Donc on parle de mémoire tampon, ça pourrait être la mémoire vive ou des disques durs qui permettent de sauvegarder les données qui transitent par le nœud. Et on a des files d'attente, parce que comme on a plusieurs paquets qui viennent de différentes sources, il faut aussi les trier et les mettre dans des files pour décider quel est le paquet à traiter en premier par rapport aux autres. Donc il y a des paquets prioritaires, il y a des paquets moins prioritaires. Alors, tout à l'heure, on avait dit que chaque nœud de transfert examine l'entête d'un paquet. Pourquoi? C'est pour récupérer l'adresse de destination. C'est-à-dire, si je suis un paquet intermédiaire, si je suis un nœud intermédiaire, j'ai besoin de connaître où va ce paquet pour décider vers quelle sortie je vais l'aiguiller. Donc, on a chaque nœud, il a plusieurs entrées et plusieurs sorties. Et donc, c'est en fonction de l'adresse où va le paquet que je vais aiguiller sur une sortie bien déterminée. Grâce à des tables, on verra par la suite, il y a des tables qu'on appelle des tables de commutation ou des tables de routage qui indiquent vers quelle sortie va aller chaque paquet. C'est comme le réseau routier. Vous pouvez considérer le réseau informatique comme un réseau routier. Vous voulez partir par exemple de Alger vers Annaba, on va dire de Annaba, vous prenez la route, peut-être que vous ne connaissez pas la route. Comment vous allez vous aiguiller? À travers les panneaux. À chaque fois, vous allez regarder, pour aller à Annaba, il faut aller prendre cette route. Donc vous prenez, ensuite vous attendez la prochaine pancarte qui va vous aider à vous aiguiller sur une autre route, et ainsi de suite. Donc vous allez suivre donc, le chemin à chaque fois, point à point, jusqu'à arriver en espérant que vous arriviez vers la ville de Annaba. Mais vous n'êtes pas forcément, vous n'avez aucune garantie que vous allez arriver, parce que vous pouvez vous tromper et tourner en rond. Là aussi, c'est le cas aussi dans les réseaux informatiques. On n'a aucune garantie que le paquet va arriver à destination. C'est-à-dire, on essaye de le router de telle façon qu'il arrive. Mais peut-être qu'il n'y a pas de chemin qui mène, ou là, le chemin, à un certain moment, il va être encombré, ou là, le nœud va tomber en panne et le paquet va être perdu. Donc, c'est le même cas pour les réseaux routiers. Vous prenez la route, mais à un certain moment, vous pouvez trouver la route barrée. Et bien, vous restez bloqué, ou là, vous faites demi-tour, ou là, vous choisissez de prendre un autre chemin, et peut-être, ou non, vous allez pouvoir arriver vers votre destination. Donc on récupère l'adresse pour pouvoir déterminer vers quelle sortie aiguiller chaque paquet. Donc les nœuds de commutation sont dotés de tables, soit de tables de commutation ou là de routage. Tout dépend de ce qu'ils vont utiliser le routage ou là de la commutation. Et cette table-là peut être statique ou dynamique. C'est-à-dire quand on dit statique, c'est-à-dire qu'elle ne change pas, c'est-à-dire elle va rester toujours la même. Si on dit qu'elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle peut changer dans le temps en fonction des modifications du réseau.
Alors, il effectue ensuite le transfert du paquet vers la file correspondante de sortie. OK. Des mécanismes de contrôle de collision permettent au paquet provenant de différentes entrées d'accéder en parallèle. Alors, ça, je vais l'expliquer à travers ce schéma. Alors, le nœud de transfert peut faire des opérations additionnelles, c'est-à-dire en plus d'aiguiller en utilisant soit le routage ou la commutation, il peut aussi faire de la correction d'erreur. D'ailleurs, il le fait, c'est-à-dire que si il y a une erreur dans le paquet, il peut demander à retransmettre, comme on avait vu dans le chapitre 3. Donc ça, c'est les techniques qui sont implémentées au niveau de chaque nœud intermédiaire. Donc, au lieu d'envoyer le paquet vers la destination Badhoua, ça c'est une possibilité, c'est-à-dire d'envoyer le paquet jusqu'à la destination finale. La destination elle va vérifier est-ce qu'il y a des erreurs. Mais ça va pour le retransfert de ce paquet-là, donc je dois refaire tout le chemin. Ou bien à chaque saut, à chaque nœud intermédiaire, je vais vérifier si le paquet il est mal reçu. Le paquet qui était encapsulé dans la trame il est mal reçu, je demande à le retransmettre à partir du dernier nœud. Donc ça se fait au niveau de chaque nœud intermédiaire. Donc chaque nœud va vérifier, s'il est correct, je l'envoie vers le prochain nœud et ainsi de suite. Donc ça, je peux le faire au niveau des nœuds intermédiaires, donc cette histoire de vérification. Alors, pour mieux schématiser ce qui se fait au niveau des nœuds de transfert, imaginez que vous ayez trois entrées-sorties, l'entrée A, B, C. Donc au niveau de ces entrées-là, vous recevez des paquets. Ces paquets, lorsqu'ils arrivent, vous les mettez au niveau d'une file commune. Alors, vous pouvez avoir une politique déterminée, soit premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire le premier qui arrive, vous le mettez en tête de file, ou là, selon une autre politique, c'est-à-dire par rapport à la priorité des paquets. Par exemple, des paquets multimédia, les paquets, par exemple, à la visioconférence. Je vais les mettre en prioritaire et je vais les classer en tête de file. Okay, parce qu'ils ont besoin d'être traités le plus rapidement possible. Ça pourrait être le cas. En tout cas, je peux faire plusieurs politiques au niveau de cette file. Ensuite, je récupère chaque paquet à tour de rôle. Je commence par la tête de file, je récupère le paquet et je regarde l'adresse TAO. Donc, en fonction de son adresse, je vais déterminer une sortie. Ok, donc ça pourrait être, c'est pas la même sortie que là où il est venu, ça sera pas A. S'il est venu de A, il ne va pas ressortir vers A. Il va ressortir soit par B, soit par C. Donc, c'est le processus de routage ou de commutation qui va décider vers quelle sortie je vais mettre le paquet que je viens de traiter. Donc, la sortie lui permettra d'arriver normalement vers la destination. Donc, c'est ça le processus de commutation et de routage. Quand je vais l'envoyer vers la sortie B, il ne va pas directement être envoyé. Là aussi, il va être mis en file d'attente. Il y a une file de sortie par rapport à chaque port. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a d'autres paquets qui le précèdent. Donc, je vais envoyer paquet par paquet selon leur position dans les files de sortie. Okay. Et là aussi, je peux appliquer des politiques de priorité. C'est-à-dire que les paquets les plus prioritaires, je vais les mettre en tête. Et les autres vont venir après. Parce que dans les réseaux informatiques, les types de trafic ne sont pas les mêmes. Il y a des trafics qui nécessitent, dont on a besoin de les acheminer le plus rapidement possible. C'est le cas de la parole, là, actuellement, quand je vous parle. J'ai besoin que ma voix arrive le plus rapidement possible vers vous. Aussi, la vidéo que vous êtes en train de voir, celle de la présentation. Donc ça, c'est des trafics prioritaires par rapport à d'autres trafics. Donc, il faudrait que je les avantage lorsqu'ils sont traités, lorsque leurs paquets sont traités dans les nœuds intermédiaires. Donc, les avantager comment? En les mettant toujours en tête de file lorsque j'ai besoin de les commuter ou les router. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Non, monsieur. D'accord, on avance. Alors, les équipements qui vont permettre justement l'interconnexion, qui vont jouer le rôle de nœud de transfert, on va les voir à différents niveaux, parce qu'il y a différents niveaux d'équipement d'interconnexion. Le premier niveau, qui est au niveau physique, qui va être utilisé au niveau de la couche physique, si je considère le modèle OSI à cette couche, c'est ce qu'on appelle les répéteurs. Donc les répéteurs, ce sont des équipements de base. Ce qu'ils peuvent faire ici, c'est simplement du multiplexage ou là, de l'interfaçage de câblage qui est différent. Donc là, on vous dit,
permet de régénérer le signal entre deux nœuds au-delà d'une certaine distance. Alors, quand on avait traité le chapitre, au niveau du chapitre 2, qu'on appelait le signal, il a une durée de vie. C'est-à-dire que si vous envoyez un signal électrique ou optique, quel que soit, il ne peut pas se propager sur des distances indéfinies, indéterminées ou là sur des distances infinies. Il faut le régénérer au bout d'un certain temps. Alors, quelle est la distance indiquée où il faut le régénérer? Tout dépend de la nature du câble et de la nature du signal. Est-ce qu'il est électrique? Est-ce qu'il est optique? Est-ce qu'il est sous forme radio, etc. Donc, chaque signal, chaque câble, chaque support a des caractéristiques. Donc, on prend par exemple la fibre optique. Elle peut permettre à des signaux de se propager sur des kilomètres et des kilomètres. Comparativement, par exemple, aux câbles coaxiaux ou là aux câbles au paire torsadé. Alors, le câble coaxial, c'est le câble que vous avez qui relie votre parabole à votre démodulateur. Okay. Donc, ça, c'est un câble coaxial. Le câble en paire torsadé, c'est le câble téléphonique. C'est un câble qui ressemble au câble téléphonique qui est utilisé aussi en informatique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les câbles en paire torsadé et les câbles coaxiaux. Donc on n'a pas ce qu'on appelle la même distance d'affaiblissement. La distance d'affaiblissement, c'est la distance maximale qui, au bout, doit m'obliger à réamplifier le signal pour qu'il ne soit pas perdu. Donc, qu'est-ce que je vais mettre au bout? Je vais mettre un répéteur. Donc, ce répéteur aura comme tâche de régénérer le signal, de le réamplifier, de le recréer pour qu'il puisse se propager sur une distance supplémentaire. Et là encore, au bout d'une certaine distance, je suis obligé de le réamplifier. Donc, si mon câble n'arrive pas à destination vers le prochain routeur, donc je suis obligé de le réamplifier à chaque fois pour le régénérer, pour qu'il ne se perde pas. Donc, ça, c'est le rôle d'un répéteur. Donc, comme son nom l'indique, il est en train de répéter le signal. Donc, ça, c'est l'une des tâches. Il peut aussi constituer une interface entre deux supports physiques de types différents. Si j'ai envie de raccorder de la fibre optique avec un câble électrique, donc j'ai besoin d'un équipement intermédiaire parce que ce n'est pas le même type de signal. C'est un signal électrique, le reste c'est un signal optique. Donc il faut qu'il y ait un équipement intermédiaire qui permet de traduire le signal électrique vers le signal optique et inversement. Si vous voulez transférer par exemple un signal électrique vers un signal radio, il vous faut là aussi un répéteur. Okay. Votre modem ADSL, quelque part, il joue le rôle d'un répéteur, plus autre chose, c'est-à-dire qu'il est plus performant que le répéteur, mais il fait le rôle du répéteur, parce qu'il vous permet de raccorder donc, le signal ADSL qui arrive, donc c'est un signal câblé sur un câble, il arrive à le traduire sous forme d'onde, puisque vous recevez votre connexion, je suppose, à travers le Wi-Fi. Vous pouvez la recevoir à travers un câble, mais vous pouvez aussi la recevoir à travers le Wi-Fi, à travers le support qui est l'air. Dans ce cas-là, votre modem ADSL ou votre routeur ADSL joue le rôle aussi d'un répéteur, c'est-à-dire qu'il joue le rôle entre une interface entre différents types de signaux qui vont circuler dans votre réseau. Vous avez un réseau Wi-Fi et vous avez aussi un réseau câblé. Alors, on vous dit le répéteur est un équipement de niveau physique, c'est-à-dire qu'il n'a besoin que d'avoir la couche physique. Il ne s'intéresse qu'au signal, qu'au niveau signal. Il n'interprète pas le contenu. Il interprète simplement le signal, c'est le signal physique. Okay, c'est le signal physique qui est modifié vers un autre type de signal, où là il est répété, où là il est réamplifié. Mais à aucun moment je ne vais m'intéresser au contenu de ce signal en termes de données, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente en termes de structure de données. Donc ce n'est pas le rôle de la couche physique. La couche physique n'est pas dotée de procédures qui permettent d'analyser la séquence binaire qui est envoyée. Elle est simplement là pour gérer l'envoi et la réception donc d'un signal physique adapté par rapport au support. Alors le hub est un exemple d'un répéteur parce que le hub il intervient au niveau physique. D'accord? Il joue le rôle d'une interface, il joue le rôle aussi d'un régénérateur de signal, il permet aussi de faire autre chose, bien sûr, il fait du multiplexage. Donc ça, c'est une opération supplémentaire par rapport au répéteur, mais c'est un répéteur. Alors, des exemples
illustrant quelques équipements, là vous avez par exemple un répéteur de paire torsadée, c'est-à-dire que la paire torsadée, on avait dit, c'est comme le câble téléphonique, hein. Donc vous voyez que le connecteur, il ressemble à celui du câble téléphonique. Donc c'est ce qu'on utilise en informatique. Simplement, le connecteur qui est utilisé en informatique, il a 8 broches, alors que celui utilisé en téléphonie, il a 4 broches. C'est la seule différence. C'est un connecteur RJ45. Donc ce répéteur-là permet de réamplifier le signal qui circule sur la paire torsadée sur un deuxième segment. Donc lorsque le signal s'affaiblit, donc je mets cet équipement-là pour pouvoir régénérer le signal sur un deuxième segment. Là, vous avez le même type d'équipement, mais pas pour la paire torsadée, mais pour de la fibre optique. Ok, donc ça, c'est un répéteur pour fibre optique. Donc lorsque le signal optique tend à s'affaiblir, donc on peut le régénérer aussi grâce à ce répéteur. Ça peut aussi jouer le rôle de... C'est-à-dire si le câble il a été sectionné. Donc comme c'est des câbles que vous n'allez pas recoller avec du scotch, hein, donc là il faut éviter ça. Donc s'il a été sectionné, vous laissez le bout du câble, interclasse, j'ai utilisé un segment de câble, j'ai pas plus. Donc au lieu de le jeter, donc je vais ramener un autre segment et je vais compléter. Mais comment compléter? En utilisant ces équipements intermédiaires, ces équipements d'interfaçage, ces répéteurs. Donc ils permettent de relier aussi différents segments d'un même câble ou là de câbles différents. Donc on peut trouver aussi là par exemple, ça c'est un répéteur qui permet de relier de la fibre optique avec de la paire torsadée. C'est-à-dire j'ai un segment de fibre optique et le deuxième segment c'est un segment en paire torsadée. Donc c'est deux câbles qui utilisent un signal totalement différent. C'est un signal électrique ou c'est un signal optique. Et donc c'est cet équipement-là qui va faire la traduction ou la conversion des signaux entre les deux câbles. Et là vous avez le répéteur Wi-Fi, hein, donc vous connaissez, donc c'est ce qui permet justement de jouer le rôle de borne d'accès, c'est-à-dire de transférer un signal venant sur un câble vers justement au niveau d'un réseau Wi-Fi, c'est-à-dire vous donnez le signal sous forme d'onde radio, ce qui vous permet de vous connecter grâce à votre antenne Wi-Fi. Là aussi c'est un répéteur, parce qu'il répète un signal électrique par un signal en le convertissant sous forme d'un signal radio. Est-ce qu'il y a des questions pour le répéteur? Non. À un niveau supérieur, parce que là on a vu le niveau le plus bas comme équipement d'interconnexion. Donc là on est en train de remonter dans l'échelle, c'est-à-dire on va prendre un équipement qui fait plus que ne fait le répéteur, c'est-à-dire que le pan, ce qu'on appelle en anglais bridge, il va faire ce que fait le répéteur plus autre chose. Pourquoi il fait plus autre chose? Parce que là vous voyez qu'il travaille sur deux couches. Il travaille au niveau signal, mais il travaille aussi au niveau de la couche liaison. Donc il a les deux couches, c'est-à-dire ces équipements-là, ils vont avoir les deux couches, les deux procédures qui vont être implémentées dans leur fonctionnement. Alors, donc il va faire tout ce que fait un répéteur, plus une procédure supplémentaire, c'est notamment la vérification des erreurs, c'est-à-dire qu'il va interpréter la séquence binaire, il va interpréter la structure qui est échangée, qui est la trame, parce que la trame c'est la structure qui est manipulée au niveau liaison. Donc il va faire de la vérification, il va faire éventuellement le contrôle d'erreur et il va analyser des adresses particulières, ce sont les adresses physiques, parce que c'est les adresses physiques que je vais retrouver au niveau de la couche 2. Alors s'il peut analyser donc les adresses, il peut aiguiller, c'est à aiguiller le transfert des trames dans un même réseau. C'est-à-dire si j'ai un réseau et il y a un pan, je peux donc diriger, commuter, c'est le terme, hein, c'est un commutateur. Il va diriger, commuter la trame qui arrive vers une sortie grâce à l'analyse de l'adresse MAC. Alors on va prendre un exemple, comme ça vous comprendrez mieux cette histoire de... Alors si vous prenez un réseau, par exemple un réseau local, donc là on peut raccorder des machines en utilisant des hubs. Donc les hubs, on avait dit, c'est des répéteurs. Et on met un pan, donc un pan c'est un équipement de niveau supérieur.
C'est-à-dire que les hubs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont recevoir, par exemple, la machine C veut envoyer vers la machine D. Lorsque le signal va arriver vers le hub 2, il va diffuser, c'est un répéteur. Il va diffuser sur tous les ports, c'est-à-dire qu'il va diffuser vers D et il va diffuser vers le port. D'accord? Le hub, il répète, c'est-à-dire qu'il n'analyse pas les adresses. Il ne sait pas où va aller la trame. Pour lui, il faut diffuser, répéter le signal sur toutes les sorties. Donc toutes les machines qui sont reliées à ce hub vont recevoir le signal. Donc c'est seulement après D, lorsqu'elle va analyser la machine, la trame, qu'elle va savoir elle est concernée par, en tout cas elle est concernée par cette adresse. Donc ce n'est pas efficace en termes de transmission. Par contre le pont que j'ai mis ici, lorsque la trame va arriver, qui était destinée vers D, lorsqu'elle va arriver vers le pont ne va pas la laisser passer. Pourquoi il ne va pas la laisser passer? Parce que lui, il a la possibilité d'analyser l'adresse qui est au niveau de la trame. Donc il va trouver que la trame est destinée vers la machine D. Lui, il sait que sur ce segment-là se trouve C et D. Et sur ce segment-là se trouve A et B. Donc il va bloquer le transfert de la trame sur le segment 2, sur le segment 1, pardon. Okay. Donc il a une table, ce qu'on appelle une table de commutation. Il sait que pour aller vers A, c'est-à-dire pour que l'adresse, si la trame de destination contient une adresse, l'adresse A de la machine A, donc elle est sur le segment 1, sur la sortie 1. B, elle est sur la sortie 1. C, elle est sur la sortie 2. Et D, elle est sur la sortie 2. Donc lorsque j'ai une trame qui veut aller vers 2, c'est bon, il l'a pas, elle est déjà dans le 2. Donc forcément, elle va trouver son destinateur. Donc il n'a pas besoin de la transposer sur le deuxième segment. Donc il est en train de faire le filtrage. Il est en train de filtrer les paquets. Par contre, si C voulait envoyer vers A, là, il va transposer la trame. Parce qu'en regardant sa table, il va trouver que A se trouve sur le segment 1. Donc, ouais, il a récupéré une trame sur le segment 2. Il sait que la destination se trouve sur l'autre segment. Donc, il va la recopier sur la sortie 1. OK? Donc, c'est en fonction de la destination et en fonction de la source que le pont va décider de filtrer ou là, de transposer la trame sur le deuxième segment. Donc, il est plus intelligent en termes de communication. Par contre, s'il n'y avait pas de pont, si j'avais supprimé le pont et relié les deux hubs entre eux, comment va se faire la communication? C'est qu'à chaque fois qu'une machine va envoyer une trame, ben ça va être diffusé. C'est-à-dire que ça va être diffusé ici, ça va être diffusé ici, et ça va être diffusé ici. Bon, ça va arriver vers destination, mais ça va arriver vers tout le monde. Et ça va encombrer le réseau. C'est-à-dire, imaginez que C envoie, B envoie, A envoie, D envoie en même temps. Donc je suis obligé de diffuser dans tout le réseau toutes les trames provenant des mêmes stations. Donc je vais surcharger le réseau. Donc le pont permet quelque part de réduire le trafic dans le réseau, c'est-à-dire en filtrant les données. C'est-à-dire que les données qui ne vont pas aller dans le deuxième réseau ne vont pas être transposées. Donc je ne bascule une trame vers le deuxième segment que si vraiment la destination elle se trouve dans cette partie 1. Et inversement, je ne bascule vers la sortie 2 que si vraiment la destination se trouve dans ce réseau-là. Grâce à ma table de commutation qui permettent justement d'analyser, à partir de l'analyse des adresses de destination, de trouver vers quelle sortie je vais aiguiller la trame que j'ai reçue. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au pont? Non, monsieur. Alors, c'est-à-dire que vous devez connaître les switches. Hein. Donc les switches sont des pans. Et quand vous voyez les réseaux, vous avez deux équipements. Les hubs, c'est des anciens. On ne les retrouve plus maintenant, les hubs. Hein, c'est rare. C'est-à-dire ils ont été remplacés par les switches. Mais le hub, donc c'est un répéteur. Le switch est un pan. Parce que le switch fait de l'analyse d'adresse. Donc il fait de la commutation. Il fait de la commutation de trame. Quand on dit commutation de trame, c'est-à-dire récupérer une trame sur une entrée et la transposer sur une sortie. Je ne fais pas de la diffusion comme le fait le hub. Le hub diffuse sur tous les ports. Il ne peut pas analyser les adresses. Il est au niveau physique. Il n'a pas la capacité de récupérer l'adresse et de l'analyser.
Ok, donc lui, il est moins intelligent, il est simplement au niveau physique, il travaille au niveau signal. Par contre, le pan, le commutateur, lui, il a cette capacité, puisqu'il a les deux couches, de récupérer les adresses et d'analyser cette adresse et trouver vers quelle sortie aiguiller donc la trame qu'il a reçue. Il peut aussi, le pan, jouer le rôle d'intermédiaire entre deux réseaux utilisant une topologie, alors peut-être que là je vais introduire quelque chose de nouveau pour vous, plutôt oui, une topologie physique différente, on va dire ça. C'est-à-dire que si vous prenez un anneau, si vous prenez par exemple un bus, ces deux réseaux fonctionnent différemment. Alors comment ils fonctionnent différemment? C'est-à-dire que la trame qui va circuler ici, la structure TAHA, elle est complètement différente de la trame qui circule ici. Ok, donc prenez-le comme ça. Donc il faut un traducteur, c'est-à-dire que si vous envoyez la trame, si vous essayez, si vous ne mettez pas de pan, vous mettez simplement un hub par exemple, vous mettez un hub qui relie l'anneau avec le bus. Je ne peux pas faire communiquer ces deux réseaux avec un hub. Pourquoi? Parce que la trame, lorsqu'elle va arriver ici, elle sera incomprise par les stations qui sont dans le bus. Et inversement, les trames qui sont envoyées par le bus, par les stations qui sont dans le bus, sont incomprises par les stations qui sont dans l'anneau. Donc comment faire communiquer un anneau avec le bus? C'est en mettant un pan. Donc le pan va jouer le rôle de traducteur parce que il peut interpréter la trame qui est là parce qu'il a, la deuxième couche, il a la couche liaison. Donc la couche liaison peut récupérer la trame qui vient dans ce sens au niveau de cette entrée et il a la possibilité de la convertir vers une trame qui peut être comprise dans le bus. C'est-à-dire qu'il connaît les deux trames. Il a les deux cartes réseau. Il a une carte réseau qui permet d'acquérir les trames qui lui viennent du bus. Et il a une deuxième carte réseau qui, elle, est destinée à récupérer les trames qui viennent dans l'anneau. C'est comme si c'était un traducteur. Il connaît les deux langues. C'est comme si c'était un interprète. Vous voulez parler avec un chinois, vous avez besoin d'un interprète qui connaît le chinois, qui connaît l'arabe. Ok? Donc il va traduire. C'est le rôle du pan. Donc il a les deux cartes réseau. Il récupère d'un côté les trames qui viennent de l'anneau, il récupère leur contenu, il les met dans une trame adaptée pour le bus. Et inversement, il récupère les trames, un contenu qui vient dans une trame bus, et il peut, donc s'il doit aller vers l'anneau, donc il va mettre ce contenu dans une trame adaptée pour l'anneau. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité aussi du pan, donc qui permet d'interconnecter des réseaux qui sont... dans le fonctionnement est différent. On va dire ça. Dans le fonctionnement est différent. C'est que la topologie est différente, le type de trame est différent. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité des pans. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au pan? Il y a une question dans le chat. J'imagine Baraka, non? Exactement. Oui, il peut gérer parce que je disais tout à l'heure que le hub est un multiplexeur temporel asynchrone. Donc il fait du multiplexage temporel asynchrone, c'est-à-dire qu'il va partager dans le temps l'accès sur le support. C'est comme ça que fonctionne le hub. Les hubs sont des adaptateurs, oui. C'est-à-dire ils adaptent, mais pas que ça. C'est-à-dire qu'on peut trouver un adaptateur, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le schéma. Un hub, alors pas ici, oui, je reviens en arrière. Là, si tu prends les équipements, ce sont des adaptateurs, c'est-à-dire ils ne font que de l'adaptation du signal. Hada, c'est un adapteur un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il adapte deux supports totalement différents. Donc il fait un peu plus de travail que Hada, parce que Hada c'est le même signal électrique, donc il ne fait que réamplifier. Par contre, Hada, il change complètement de type de signal. Par contre, si je considère un hub, c'est encore plus, parce que le hub fait du multiplexage en plus. C'est-à-dire qu'il adapte, il peut adapter, mais il va faire du multiplexage, parce qu'il a plusieurs ports. Il a plusieurs entrées, plusieurs sorties. Donc il faudrait qu'il gère le partage de différents flux venant de différentes sources. Donc comment il va gérer ça? En faisant du multiplexage temporel asynchrone. Donc il faut revenir vers le chapitre 3 pour voir cette histoire de multiplexage, c'est-à-dire allouer des quantums de temps de manière dynamique à tous les signaux qui veulent aller vers une même sortie.
Alors, je reviens vers le chat. Alors, est-ce que je réponds à ta question? Oui, ok. Donc, d'autres questions? Bon, donc ça c'est niveau 2. Là, je vais encore monter dans l'échelle, c'est-à-dire je vais considérer un équipement encore plus complexe que le pan. Et donc quand je vous dis le routeur, ça sous-entend que le routeur fait tout ce que fait le pan. Donc fait tout ce que fait le pan et fait tout ce que fait le répéteur. Donc c'est un équipement qui fait ce que fait le pan plus quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est le routage. Donc le routage est une opération supplémentaire que ne fait pas le pan, que va faire le routeur. Donc qu'est-ce qu'on va appeler le routeur? Donc c'est un équipement qui va interconnecter plusieurs réseaux locaux, distants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas voisins. C'est-à-dire qu'ils sont séparés par plusieurs équipements intermédiaires. Et là, le pan, il ne peut pas te déterminer. Si je reviens vers le pan, imagine que j'ai par exemple plusieurs pans superposés. J'ai un pan ici, relié à un pan, etc. Donc pour trouver le chemin qui va de là à là, le pan est incapable de le faire. C'est-à-dire s'il regarde sa table, parce que sa table elle est de commutation, elle est basée sur son voisinage, c'est-à-dire ce qui est connecté directement à lui. Ce qui est loin par rapport à lui, c'est-à-dire si on a plusieurs pans qui sont en cascade, que la machine elle est lointaine, eh ben, il ne la reconnaît pas parce qu'elle n'est pas dans sa liste. Lui, il reconnaît simplement les machines qui sont directement connectées à lui, à travers le signal. Donc s'il y a d'autres pans qui sont mis en cascade, il ne va pas voir les machines qui sont à 2 sauts ou à 3 sauts. Il va voir simplement les machines qui sont à 1 saut, c'est-à-dire qui lui sont directement raccordées. Dans ce cas-là, pour déterminer ou là pour acheminer les données, lui, dans ce cas-là, il est obligé de faire la diffusion. C'est-à-dire, lorsqu'il ne trouve pas une adresse qui est mentionnée dans sa table, on peut imaginer, par exemple, une machine E qui n'est pas directement connectée au pan, d'ailleurs, mais qui se trouve à raccorder à un autre pan. C'est-à-dire, il y a un autre deuxième pan, où avec le pan, je vais retrouver une machine E. Donc, pour pouvoir acheminer, il ne connaît pas la machine E, il ne la connaît pas. Donc, lorsqu'il ne trouve pas l'adresse de destination, qu'est-ce qu'il fait? Là, il diffuse. Il est obligé. Il va travailler comme un hub. Parce qu'il n'a pas d'adresse. Et on lui a mentionné une adresse de destination. Donc il va se dire, la meilleure façon de faire parvenir la trame, c'est de diffuser sur toutes les sorties. C'est-à-dire, s'il a une sortie 3, donc un dos, bon, il ne va pas diffuser dans le 2 parce que c'est là où vient, par exemple, le signal. Il vient de la part de la machine C. Et je ne sais pas vers où se trouve la machine E. Là, je ne l'ai pas. Et là, peut-être qu'elle se trouve sur le deuxième segment qui mène vers un deuxième pan. Je vais dire, je vais diffuser. Je vais diffuser sur le 1 et je vais diffuser sur le 3. Et peut-être que la trame va arriver. Ok. Donc là, je ne peux pas router. Je ne connais pas le chemin qui mène vers la destination. Donc, je suis incapable de faire le routage. Donc, si j'avais, par exemple, un réseau complexe où il y a plusieurs chemins, par exemple, qui mènent vers des destinations avec plusieurs réseaux, avec plusieurs équipements intermédiaires. Donc, il faut remplacer les pans par des routeurs. Parce que les routeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont permettre de déterminer le chemin pour aller d'une source vers une destination. Et ce chemin-là, il va être choisi de telle façon à être optimal. C'est-à-dire peut-être le plus court ou là, celui qui va encombrer le moins le réseau. Donc, cette tâche-là, donc, elle va être associé à un équipement qu'on va appeler le routeur. Donc le routeur, grâce à des tables spécifiques qu'on appelle les tables de routage, donc qui peuvent être statiques ou dynamiques. Quand je dis statique et dynamique, c'est-à-dire si elle est statique, il ne change pas, cette table est là, toujours la même. Si c'est dynamique, c'est une table qui change en fonction de la topologie du réseau. C'est-à-dire si vous avez changé les liaisons de votre réseau, vous avez changé les câbles, vous avez relié les machines différemment, vous êtes obligé de refaire la table de routage. Vous êtes obligé de la refaire. Donc si elle est statique, vous devez revenir vers le routeur et reconfigurer. Si elle est dynamique, donc elle-même, le routeur va automatiquement retrouver les chemins. C'est-à-dire qu'il va adapter, recalculer la table en fonction des liaisons qui ont été modifiées.
Donc c'est ce qu'on appelle un routage intelligent, c'est-à-dire que le routeur est capable de recalculer la table en fonction de la nouvelle topologie du réseau. Alors on vous dit construire des tables de routage en fonction de la topologie du réseau et de mesures de métriques. Alors c'est quoi les métriques? Ce sont des coûts qui vont être associés à chaque liaison. J'avais dit tout à l'heure qu'on va déterminer un chemin. Ça ne veut pas dire qu'il y a un seul chemin qui mène vers la destination. On peut trouver plusieurs chemins qui mènent vers la même destination. Comment choisir le bon chemin? C'est par rapport au coût. Chaque chemin, il aura un coût. Alors le coût, c'est par rapport à un paramètre spécifique. Ça pourrait être le débit, ça pourrait être le temps de transfert, ça pourrait être par exemple la sécurité, ça pourrait être alors la fiabilité, c'est-à-dire le taux d'erreur. Donc un ALC, par exemple, un le paquetaire qui traverse les routeurs, je cherche à faire en sorte à maximiser le débit. Donc le routeur, il va me choisir un chemin particulier qui va offrir un débit qui me satisfait. Parce qu'il peut y avoir plusieurs chemins. D'accord? On prend l'exemple, vous voulez partir à Annaba, tiens, on revient toujours vers Annaba, et vous avez plusieurs routes qui mènent à Annaba. Vous avez la route nationale, vous avez la route qui passe par le front de mer, et vous avez l'autoroute. Si vous voulez faire du tourisme, vous allez prendre quelle route? Voilà, donc vous allez prendre peut-être celle qui passe par le front de mer, et vous allez vous arrêter, voilà, etc. Mais vous allez mettre plus de temps. Si vous êtes pressé, vous voulez arriver par exemple avant 5 heures, vous allez prendre quelle route? L'autoroute. Si vous voulez, je ne sais pas, passer par les montagnes, etc., parce que vous aimez les montagnes, vous allez prendre les routes d'aller à la montagne. Donc c'est comme ça les paquets, c'est en fonction de leur choix, c'est-à-dire ils vont préciser des choix, et donc les routeurs vont décider les chemins, le chemin par lequel router les paquets, en fonction de ce qu'a demandé ce paquet-là. Okay, donc les routes peuvent différer d'un paquet à un autre. Donc chaque paquet va demander peut-être un routage différent. Et donc dans les réseaux, on a des routes rapides, on a des routes moins rapides, on a des routes qui permettent d'assurer une sécurité. Par exemple, je veux passer par des nœuds sécurisés si je fais une transaction bancaire. Donc je dois garantir que les nœuds par lesquels va transférer mon information ne soient pas piratés ou ne soient pas interceptés. Donc j'ai besoin d'identifier tous les nœuds formant le chemin. Maintenant, s'il y a un problème par la suite, je pourrais revenir vers ces nœuds et demander des explications. Ok, s'il y a eu un piratage ou là un hacking au niveau de ces nœuds-là. Si j'ai besoin, par exemple, de limiter le taux d'erreur, je vais choisir justement des liaisons qui sont fiables. Donc là, il y a plusieurs façons aussi de choisir ces chemins-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle les métriques. Donc, les métriques, c'est le coût. C'est le coût qui va être considéré pour évaluer chacun des chemins. Donc, un chemin peut être évalué avec différentes métriques. La métrique du débit, la métrique de la fiabilité, la métrique de sécurité, etc. Donc, je peux avoir des évaluations totalement différentes. Un chemin peut être fiable, il peut m'offrir un débit qui est mauvais. Ou là, il peut être pas sécurisé. Ou là, je peux trouver un chemin qui m'offre toutes ces performances, toutes ces métriques. Donc c'est là où le routage il est important, parce qu'il va permettre de chercher, de retrouver le chemin qui correspond à ce que moi j'ai demandé en termes d'application. C'est l'application qui va mentionner les exigences de qualité de service. Toujours c'est ce terme, qualité de service. Donc ce sont des paramètres qui sont choisis et qui sont placés dans l'entête dans le paquet. Et donc le paquet qui passe par les routeurs, il va avoir les exigences. Donc il va dire que le paquet, voilà ce qu'il demande, voilà ce qu'il demande, voilà ce qu'il demande. Et donc, quand j'établis le routage, je fais en sorte de satisfaire ce qui a été exigé par ce paquet-là. Alors, le chemin, comment il va être choisi? En fonction de nouveaux types d'adresses, ce qu'on appelle les adresses logiques. Ce n'est plus les adresses physiques que j'ai manipulées ici. Ce que je retrouve dans le pan, ou là dans les commutateurs. Dans les pans, alors, est-ce que je suis dans les pans? Voilà. Les adresses ce sont des adresses physiques. C'est ce qui va se retrouver au niveau des trames, au niveau de la couche liaison. La couche liaison, au niveau de la structure trame, on met des adresses physiques. Les adresses physiques permettent d'identifier les machines. Il me semble dans le chapitre 1, je vous avais donné un exemple. C'est comme si c'était votre nom et votre prénom. Donc votre nom et prénom permet de vous identifier dans un groupe.
C'est-à-dire si je suis dans un réseau physique, donc je vais identifier la lettre, plutôt la machine C par rapport à la machine D à travers la lettre D. Donc ça c'est C, ça c'est D. Donc on peut considérer ça comme étant une adresse physique. Ça ne va jamais changer. Allez, ça sera toujours la machine C, allez, ça sera toujours la machine D. Ok. Donc c'est une adresse qui ne va jamais changer. C'est comme votre nom et prénom. Vous allez le porter tout le temps, même si vous allez aux États-Unis. Vous allez toujours vous appeler Mohamed ou Omar ou etc. Ok. Sauf si vous décidez de changer votre nom. Mais, généralement, vous allez garder votre nom. Maintenant, pour situer votre emplacement, c'est-à-dire que je peux déplacer cette machine-là, la machine C, je peux la ramener là. Ok. Je peux la déplacer ou la ramener vers un autre pan, plus loin. Elle va toujours garder son identifiant C, mais son emplacement va changer. Alors, si je mets un routeur, le routeur ne va pas travailler par rapport aux adresses physiques, mais il a besoin d'avoir un autre niveau d'adresse qui permette de localiser les stations dans le réseau global. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se trouve là? Est-ce qu'elle se trouve là? Est-ce qu'elle se trouve dans un autre réseau? Est-ce qu'elle se trouve dans ce réseau physique? Est-ce qu'elle se trouve dans ce réseau physique ou bien est-ce qu'elle se trouve dans d'autres réseaux physiques? Donc, ce sont les adresses logiques. Ce sont les adresses logiques, comme les adresses IP qui sont utilisées dans Internet, qui permettent de localiser la machine dans le réseau, par exemple, Internet. Le réseau Internet, c'est des milliards et des milliards de machines. C'est des millions et des millions de réseaux. Comment localiser chaque machine au niveau de ce réseau-là, ce grand réseau, ce réseau large, grâce à l'adresse logique, l'adresse IP. dont vous entendez parler. Donc une adresse IP, c'est une adresse de localisation. Elle permet de situer où se trouve, où vous vous trouvez à un instant donné. Donc si vous changez d'emplacement, si je déplace, par exemple je reviens ici, si je déplace C, l'adresse physique ne changera pas, ce sera toujours la machine C. Ce qui va changer, c'est son adresse logique, parce que l'adresse logique va être adaptée par rapport à son emplacement. Elle va être adaptée par rapport à l'emplacement physique, où est-ce qu'il se trouve à l'instant T, ce qui va permettre de le localiser. Et les adresses logiques, où est-ce que je vais les manipuler? Je vais les manipuler au niveau de la couche 3, c'est-à-dire la couche réseau. Alors voilà, parce que le routeur, donc il aura besoin d'avoir les trois procédures, la procédure physique, la procédure liaison, la procédure réseau, par rapport au modèle OSI. Donc où est-ce que je fais le routage? C'est là, c'est au niveau de la procédure réseau, au niveau de la couche réseau. C'est là où je vais récupérer le paquet qui est encapsulé dans le tram, je vais le récupérer, c'est comme si c'était une enveloppe. Hein. La trame, c'est une enveloppe qui contient à l'intérieur une autre enveloppe, c'est le paquet. Donc le paquet, je le récupère. Sur cette enveloppe, c'est écrit, il y a les adresses logiques. Sur l'enveloppe de la trame, il y a les adresses physiques. Donc là, je n'ai plus besoin des adresses physiques. J'ai besoin plutôt de trouver le chemin. Donc le chemin, je le trouve grâce aux adresses logiques qui sont mentionnées dans le paquet. Donc la couche réseau, donc en regardant l'adresse logique de destination, elle peut décider le chemin, quel est le chemin pour aller vers cette destination. Ok. Donc c'est là où je vais récupérer ces adresses, où je vais consulter ma table de routage qui permet de me dire, par exemple, pour aller à Annaba, il faut prendre la route de Tizi Ouzou, on va dire ça. Bah, quand j'arrive à Tizi Ouzou, là aussi, je vais trouver un routeur qui me dit, pour aller vers Annaba, il faut prendre la route de Béjaïa. Bah, quand j'arrive à Béjaïa, je vais trouver un routeur qui me dit, pour aller de Béjaïa, il faut prendre la route de Skikda. Bah, d'Skikda, je vais arriver à Kolo, et de Kolo, je vais trouver un autre routeur qui me dit, le prochain routeur, c'est Annaba. Tu seras arrivé à destination. Donc, c'est comme ça qu'on m'achemine le paquet, c'est-à-dire à travers des routeurs. Chaque routeur va me dire vers quelle sortie que je vais prendre pour arriver vers ma destination. Donc, c'est un processus qui va être répété au niveau de chaque nœud intermédiaire. Je ne connais pas mon chemin. Mon chemin n'est pas tracé. Mon chemin, je le construis. Je le construis avec, au niveau des routeurs. C'est-à-dire, à chaque fois, on me dit, peut-être que je vais trouver la route, elle est coupée. Je reviens toujours au réseau routier. Peut-être que vous allez arriver à Tizi Ouzou, trouver que la route, elle est coupée. Donc, en bas, il y a une déviation. Vous allez trouver une déviation pour aller vers Bougie. Voilà, vous prenez telle déviation. Et peut-être si vous revenez le lendemain, vous allez trouver que la déviation a été fermée. On a libéré la route.
Donc c'est un routage qui se construit au fur et à mesure. Maintenant, aujourd'hui vous prenez un chemin, demain vous allez prendre un autre chemin. Donc vous ne connaissez pas le chemin tracé à l'avance. Le chemin se construit au fur et à mesure que vous arrivez au niveau des routeurs intermédiaires, au niveau des villes intermédiaires, si on se réfère par rapport au réseau routier. D'accord? Donc le routeur, donc il va manipuler les adresses logiques. Donc dans la transmission, on a les adresses physiques, donc on les retrouve au niveau de la couche liaison, et on a les adresses logiques, notamment les adresses IP, qu'on manipule au niveau de la couche réseau. Alors ça, c'est un exemple d'un routeur. Ça, c'est un routeur Cisco. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs entrées et plusieurs sorties. Donc il y a à l'intérieur, vous allez trouver pas mal d'algorithmes, pas mal de processus donc, qui s'exécutent, des tables de routage, donc qui permettent justement de décider vers quelle sortie aiguiller les paquets entrants. J'ai des mémoires, j'ai des disques durs qui permettent de sauvegarder momentanément donc, les paquets qui arrivent, de mettre en file d'attente, peut-être des gestions de priorité, si j'ai des trafics différents, par exemple, différencier le trafic multimédia par rapport au trafic web, par rapport au trafic de téléchargement de fichiers. Donc, je peux différencier différents trafics pour les traiter avec des priorités différentes. Donc, c'est ce qui est réalisé dans les routeurs. Alors, revenons à un exemple de routage. Donc là, imaginez, là, j'ai envie d'envoyer donc un paquet vers le serveur qui est le point 6. Donc, j'ai plusieurs chemins possibles. Bon, là, j'ai choisi de passer par le routeur 2, ensuite 3, 4, 5, 6 pour acheminer. Enfin, je n'ai pas choisi, c'est-à-dire que le paquet que j'ai envoyé, il a suivi ce chemin-là. Ça ne veut pas dire que les paquets vont toujours suivre ce chemin-là. Peut-être que le prochain paquet, il va prendre ce chemin-là. Parce qu'on va trouver que Hada, il est saturé, ou là, Hada, l'un des routeurs est tombé en panne. Donc, si le 3, par exemple, tombe en panne, je suis obligé de trouver un chemin alternatif. Donc, soit passer par ce routeur-là, ou là, ce routeur. Donc, j'ai plusieurs possibilités pour acheminer ce paquet à l'instant T. Je choisis l'optimal, c'est-à-dire l'optimal par rapport à un instant T. Dans une heure, l'optimal peut-être va devenir Hada. Alors, optimal, toujours en répondant par rapport aux exigences de qualité de service qui a été mentionné dans le paquet. Tout dépend de ce que veut aussi ce paquet. Est-ce qu'il veut maximiser le débit? Est-ce qu'il veut maximiser la sécurité? Est-ce qu'il veut maximiser la fiabilité? Voilà, donc il faut trouver le chemin qui répond à ce qui a été demandé par le paquet pour qu'il arrive à destination. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Bon, ça c'est le routage. Je monte encore dans l'échelle à un équipement encore plus complexe. C'est ce qu'on va appeler les passerelles applicatives. Donc quand je parle de passerelle, ça veut dire que la passerelle, c'est un équipement, voire un ordinateur complet qui va faire tout ce que fait un routeur, plus quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est-à-dire c'est la traduction des protocoles lorsque ces protocoles-là sont complètement différents. C'est-à-dire si vous devez acheminer des données ici, vers, par exemple, on imagine que HDA 6 n'utilise pas le même protocole de communication que le reste, que le réseau intermédiaire ou là que l'émetteur. Donc, le paquet, si je l'envoie directement vers 6 est incapable, la machine, le serveur est incapable d'interpréter le contenu de ce paquet-là. C'est l'information, et pour moi, je ne la comprends pas. Pourquoi? Parce que je n'utilise pas la même pile protocolaire qui a été utilisée ici. C'est comme si vous voulez, par exemple, utiliser le protocole TCP/IP, qui est le protocole d'Internet, vers un protocole, par exemple, d'IBM, parce que IBM a son propre protocole. Donc, pour pouvoir faire communiquer TCP/IP avec IBM, il vous faut une passerelle, c'est-à-dire un traducteur qui va traduire toute la pile protocolaire, c'est-à-dire les 7 couches. C'est que l'application, on va avancer ici, c'est-à-dire que l'application qui a demandé le transfert des données est complètement incompatible avec l'application qui doit recevoir ce paquet-là. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé TCP/IP, là, j'ai utilisé IBM. Donc, à la périphérie entre l'un des deux réseaux, je dois avoir une passerelle, et la passerelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va traduire, c'est-à-dire qu'elle aura le premier protocole, la première pile protocolaire, et la deuxième pile protocolaire. Donc, elle doit remonter l'information jusqu'à l'application
de la première pile, la traduire vers la deuxième pile protocolaire, on va passer toutes les couches pour que je puisse justement assurer la traduction des paquets qui circulent entre le premier réseau et le deuxième réseau. Donc là, je suis quasiment au niveau applicatif, c'est-à-dire que la traduction se fait au niveau de toutes les couches. J'ai besoin de faire en sorte que les données soient compréhensibles par rapport à deux réseaux complètement incompatibles. C'était le cas d'ailleurs avant de la normalisation. Donc on avait parlé dans le premier chapitre du problème de normalisation. Et bien pour pouvoir interconnecter des réseaux qui utilisaient des technologies différentes et des protocoles différents, il fallait mettre justement des passerelles. Des passerelles qui traduisaient entre le protocole 1 et le protocole 2. Sinon, je n'arrivais pas à faire communiquer ces réseaux-là. Bon, actuellement, on a normalisé, c'est-à-dire qu'on a proposé les mêmes solutions partout. Et donc, tous les fabricants utilisent quasiment les mêmes, donc des mêmes normes de fabrication pour les cartes réseau. On a presque les mêmes protocoles qui sont utilisés dans toutes les machines, quels que soient les constructeurs, ce qui a, si vous voulez, limité l'utilisation des passerelles. Mais des fois, on a toujours besoin justement de mettre ces passerelles-là pour des raisons de sécurité. Parce que si vous utilisez un protocole, par exemple, qui est propre à vous, et ça reste le cas, par exemple, les réseaux d'IBM, les réseaux de la NASA, les réseaux de la défense américaine, utilisent leur propre protocole. Non pas parce qu'ils veulent s'enfermer et ils ne veulent pas communiquer avec le reste, mais c'est pour se protéger. Parce que si vous utilisez des protocoles différents, vous limitez le risque d'attaque, le risque de piratage de votre réseau. Ok ? Mais lorsque j'ai besoin de communiquer avec l'extérieur, j'utilise un pare-feu avec des passerelles qui va filtrer les communications. Ok, donc ça c'est au besoin, c'est-à-dire que si vraiment mon réseau a besoin de communiquer avec l'extérieur, là j'ai pas le choix, je suis obligé de mettre une passerelle pour traduire donc des paquets qui utilisent mon protocole vers des paquets qui puissent circuler vers le protocole externe. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la passerelle? Ok, on avance. Alors, on va s'intéresser maintenant à la commutation. Donc, on avait dit pour acheminer les données, il y a deux grandes techniques. Il y a la commutation, il y a le routage. Alors, je peux utiliser soit l'une, soit l'autre, selon le type de réseau, comme je peux combiner les deux. Donc, on vous dit la commutation de données désigne les techniques utilisées pour acheminer les données structurées de bout en bout et organiser le partage de plusieurs trafics sur une même liaison. Donc, c'est les solutions qui vont être implémentées pour acheminer les données donc structurées, c'est-à-dire des trames ou bien des paquets, d'une source vers une destination qui peuvent être justement séparés par un réseau intermédiaire, par des nœuds de commutation. Et la commutation aussi va m'apporter aussi des solutions pour me dire comment acheminer les données sur les liaisons intermédiaires. Parce que je peux avoir plusieurs flux qui peuvent partager donc, ces liaisons-là. Donc la commutation va aussi apporter des solutions pour donc, partager donc, une liaison par rapport à différents flux. Donc le réseau de commutation, donc une infrastructure d'interconnexion totale entre tous les utilisateurs du réseau mise en œuvre par multiplexage de liaison. Voilà, donc on va faire appel à un multiplexage pour faire de la commutation. Alors le réseau de commutation doit me garantir une connectivité totale. Qu'est-ce que j'entends par connectivité totale? C'est-à-dire assurer que n'importe quel utilisateur puisse se connecter avec un autre utilisateur du réseau. C'est-à-dire qu'il se trouve toujours un chemin reliant donc un point A, une station A, vers n'importe quelle autre station de mon réseau. C'est comme le réseau téléphonique. Le réseau téléphonique est un réseau de commutation. C'est-à-dire si vous avez un numéro de téléphone, normalement, théoriquement, vous pouvez joindre ce numéro-là, s'il fait partie du réseau. Donc le réseau physique, le réseau de commutation, qui est constitué de commutateurs téléphoniques, devrait vous garantir que votre appel va aboutir vers votre destinataire. Donc il faudrait que, si j'ai donné un numéro de téléphone à quelqu'un, que cet utilisateur-là, que cet abonné, ait un câble qui le relie à un commutateur. Donc je ne peux pas donner un numéro de téléphone. Attends, je ne vais pas dire à quelqu'un tu vas t'abonner à un réseau téléphonique, alors qu'il n'est pas relié physiquement par un câble.
Il faut d'abord qu'il soit joignable, c'est-à-dire que physiquement, réellement, il y a un fil qui va de son domicile vers le premier commutateur. C'est ça où on parle de connectivité totale, c'est-à-dire que tous les utilisateurs du réseau sont joignables à partir de n'importe quel utilisateur du réseau. Alors, ce réseau de commutation doit considérer tous les types de charges, c'est-à-dire que je peux travailler à faible charge, je peux travailler à forte charge. Donc tout à l'heure, on avait dit les fortes charges peuvent encombrer le réseau et peuvent mener à des pannes. Donc je dois aller au niveau du réseau de commutation, assurer des solutions qui vont faire en sorte de répondre justement à cette forte charge. C'est-à-dire lorsqu'il y a une forte charge, j'arrive justement à déployer un certain nombre de solutions qui vont traiter cette charge supplémentaire. Donc, parce que le réseau, il est clair que ce n'est pas un réseau 1N. Je n'ai pas un nœud de liaison qui me relie à tous les utilisateurs. À un certain moment, je suis obligé de multiplexer. C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs utilisateurs qui vont se partager le réseau physique. Et donc, si plusieurs sources doivent passer par un même chemin, ça pose un problème. Je vais avoir une saturation. Je peux avoir des chemins qui sont libres, mais tout le monde veut aller par cette route-là. C'est comme tout à l'heure on parlait de réseau routier. Tout le monde veut prendre l'autoroute. Alors que si les personnes prenaient des routes intermédiaires, peut-être que l'autoroute ne serait pas surchargée. Mais quand on sort du travail, on veut tous prendre l'autoroute, ce qui fait qu'il y a, avec l'encombrement qui arrive vers 16h, ou là le matin vers 7h, 8h. Ok. Donc, si tous les flux passent par les mêmes chemins, je vais encombrer le réseau. Donc la commutation ou là le routage aussi, c'est d'apporter des solutions de telle façon à essayer de désengranger les routes lorsqu'elles sont encombrées. Essayer de router ou la commuter les flux vers des chemins qui sont moins encombrés. Ça, on parle de solutions pour pallier justement à des fortes charges. Alors, comme pour le routeur, donc les commutateurs vont utiliser des tables de commutation et ils ne vont pas utiliser des adresses logiques, ce ne sont pas des adresses IP ou des adresses logiques qui vont permettre de déterminer les chemins, mais des étiquettes. Et ce sont une référence, une étiquette, et l'étiquette dans la commutation va déterminer tout le chemin. C'est-à-dire qu'elle ne va pas déterminer la sortie, mais elle va déterminer le chemin que je vais choisir. Alors la différence entre la commutation et le routage, bien que je vais l'expliquer par la suite, vers la fin, lorsqu'on terminera commutation et routage, on va comparer les deux. Le routage, le chemin est construit, c'est-à-dire je ne le connais pas à l'avance. C'est-à-dire que je le construis au fur et à mesure que je vais vers la destination. Je le construis comment? En interrogeant à chaque fois les routeurs intermédiaires. Par contre, la commutation, vous connaissez le chemin à l'avance. C'est-à-dire que vous savez que vous allez prendre ce chemin et vous n'allez pas le changer. C'est comme si, alors toujours je reviens vers Hannaba, c'est comme si, voilà, vous voulez partir à quelque aventure et vous dites, voilà, je vais prendre la route, je n'ai jamais fait la route Alger-Hannaba, mais je vais essayer de la trouver. Donc vous dites, normalement, ça devrait passer par Boumerdes. Donc vous arrivez à Boumerdes, vous regardez, vous allez vous arrêter à Boumerdes ville et vous recherchez les pancartes, vous allez demander, vous demandez aux habitants de Boumerdes quelle est la sortie pour aller à Hannaba. Ils vont vous aiguiller. Donc on peut considérer que là c'est un routeur. Donc il vous a donné la sortie. Il vous dit vous prenez la sortie vers Tizi Ouzou. Vous allez à Tizi Ouzou, vous faites la même chose. Vous demandez, vous regardez les pancartes et on va vous aiguiller vers Béjaïa. Donc vous êtes en train de construire votre chemin au niveau de chaque arrêt, c'est-à-dire au niveau de chaque routeur intermédiaire jusqu'à arriver à Hannaba. La commutation, c'est totalement différent. C'est-à-dire vous connaissez le chemin à l'avance. C'est-à-dire que vous allez prendre Google Maps, vous allez prendre le GPS, c'est lui qui va vous suivre. Vous dictez. Le chemin et je ne change pas. Tu prends l'autoroute tout droit, tout droit, tout droit. Même si l'autoroute elle est bloquée, tu restes là-bas. Donc tu ne changes jamais de chemin. Ton chemin il est tracé. Tu prends telle sortie, tu prends l'autoroute et tu vas tout droit jusqu'à arriver à Hannaba. Donc ça c'est la commutation. Le chemin il est indiqué par la référence. Donc je mets la référence du chemin que je prends parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Donc chaque chemin qui mène de Alger vers Hannaba, il va être identifié par
une étiquette, ce qu'on appelle en anglais un label. Ok. Et donc là, contrairement au routage où l'adresse que je vais mettre dans les paquets, c'est l'adresse de destination, dans les commutateurs ou là dans la commutation, ce que je vais mettre comme référence, c'est le chemin qui mène d'une source vers une destination. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ok, donc bon, là je vous ai un peu donné la différence, bien que je reviendrai par la suite pour vous expliquer avec plus de détails la différence entre commutation et routage. Alors, les paquets qui vont avoir la même référence vont forcément prendre le même chemin. Donc, si dans la référence, tu as les paquets, je mets le même référent de chemin, donc forcément, tous les paquets vont prendre le même chemin. Donc, sauf si, donc, j'ai changé la référence du chemin. Donc, j'ai dit à tel paquet, toi, tu prends ce chemin-là, et tel paquet, toi, tu prends un autre chemin. Alors, on vous dit, pour obtenir une bonne performance d'acheminement, il faut limiter le nombre d'entrées dans l'étape de commutation à une valeur inférieure à 10 000 entrées par table de commutation. Alors, que vont faire à l'étape de commutation? Ils vont avoir les chemins, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la liste des chemins qui sont enregistrés. Donc, à chaque fois qu'il y a un paquet qui arrive, donc il va donner son chemin. Donc, en fonction du chemin, je vais lui dire, toi, tu sors par là, toi, tu vas par là, toi, tu vas par là. Donc, j'analyse simplement le référent du chemin et je suis capable de décider vers quelle sortie prendre. Donc, le temps de commutation, c'est-à-dire le temps d'analyse dans les commutateurs, est largement inférieur au temps de routage. Donc, si je compare le traitement terrain routeur par rapport à un traitement terrain commutation, la commutation, elle est rapide parce que tout est identifié. Le chemin est déjà fait. Je n'ai simplement besoin que lire la référence dans le chemin pour savoir vers quelle sortie je prends. C'est-à-dire, je sais que pour aller le chemin la sortie elle est déjà connue. Par contre, le routeur, non. Le routeur, à chaque fois, je décide. Le chemin n'est pas établi. Quand j'arrive vers un nœud intermédiaire, je dois reposer la question et voir éventuellement si je pars par là, ou là je pars par là, ou là je pars par un autre chemin. Parce que j'ai des exigences de qualité de service et j'ai envie de construire le chemin point par point. Et donc, le chemin n'est jamais établi avec le routage. Alors que dans la commutation, le chemin est établi à l'avance avant d'envoyer le paquet. Ok. Dès que j'envoie le paquet, je sais par quel chemin il va prendre. Par quel chemin il va passer. Donc la commutation cherche à rendre le temps de passage au niveau des nœuds intermédiaires le plus petit possible. C'est-à-dire que le temps de traitement, ce qu'on appelle le temps de commutation, le temps de séjour des paquets au niveau des nœuds intermédiaires doit être diminué ou là réduit au minimum, c'est-à-dire faire en sorte que je minimise ce temps-là. C'est pour ça que, contrairement au routage où le temps est plus important parce qu'il y a des décisions à prendre, dans la commutation, il n'y a aucune décision à prendre. La décision a été prise déjà à l'envoi du paquet, on a déjà décidé quel itinéraire on allait prendre. Donc les commutateurs n'ont qu'à exécuter ce chemin-là, ils n'ont pas à me proposer autre chose. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, on va arrêter pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Lire dans le chat. D'accord. Alors, est-ce que les répéteurs sont des adaptateurs? Dans ça, on a répondu. Alors, Smith, Shaib. Les nœuds et les routeurs se ressemblent? Non. C'est quoi la différence? Alors, un nœud, c'est en général. Quand on dit un nœud, ça pourrait être un nœud de routage ou là, un nœud de commutation. C'est-à-dire, s'il fait de la commutation, on va l'appeler commutateur. S'il fait du routage, on va l'appeler routeur. On peut trouver des nœuds qui font les deux. C'est-à-dire qu'ils font routage et ils font la commutation. Alors, je reviendrai la prochaine fois. Mais allez, je t'en parle maintenant. Le routage se fait toujours au niveau de la couche réseau. Quand on avait vu le modèle OSI, je reviens en arrière. Le routage, il est toujours fait au niveau de la couche réseau. C'est-à-dire c'est la procédure qui se trouve au niveau de la couche réseau qui va pouvoir faire le routage. La commutation, par contre, elle peut se faire au niveau liaison, c'est-à-dire au niveau 2, ou bien au niveau réseau. Donc, je peux implémenter simplement du routage.
Comme je peux implémenter des procédures de routage et de commutation au niveau de la couche réseau. Comme je peux implémenter du routage au niveau réseau et de la commutation au niveau liaison. Donc ce sont des techniques qui peuvent se compléter, c'est-à-dire je peux pour acheminer un paquet faire de la commutation et faire du routage en même temps. Je peux faire simplement du routage ou bien faire de la commutation sans faire du routage. Ou bien les faire de manière séparée. Donc ce sont des techniques complémentaires. Des fois je fais appel au routage, des fois je fais appel à la commutation, ou là je fais appel aux deux. Donc NE, s'il fait que du routage, donc on va l'appeler routeur. S'il fait de la commutation, on va l'appeler commutateur. S'il fait les deux, on l'appelle commutateur-routeur. Est-ce que ça te convient, C-Shape? Yasmine C-Shape, est-ce que la réponse te convient? Ou là, il faut clarifier encore plus. Donc, mais il se trouve dans... C'est-à-dire que les couches, c'est quoi? Donc les couches réseau, couches... ce sont des procédures. Hein. Rappelons la couche réseau, c'était le chapitre 1, qu'on appelait... Ce sont un ensemble de procédures. Ce sont des procédures imbriquées. Donc, quand je suis un routeur, j'ai trois procédures. J'ai la procédure routage, la procédure réseau, la procédure liaison, la procédure physique. Ok, c'est trois types de procédures. C'est des programmes. Il y a le programme réseau, il y a le programme liaison, il y a le programme physique. Donc si je suis par exemple un pan, je n'ai pas le programme, je n'ai pas la procédure ou là le programme réseau. Je n'ai que la procédure liaison et la procédure physique. D'accord? Donc ça c'est pour clarifier à peu près ce que tu viens de me dire, parce que quand tu dis ils se trouvent dans la couche réseau, non, ils ont la couche réseau, ils utilisent la couche réseau. La couche réseau, c'est une procédure, c'est un programme, c'est un algorithme. D'accord? C'est comme quand tu écris des algorithmes, tu mets des procédures imbriquées. Donc la procédure physique, elle se trouve dans la procédure liaison. Et la procédure liaison, elle se trouve dans la procédure réseau. Et la procédure réseau se trouve dans la procédure transport. Donc si tu n'étais pas avec nous lorsqu'on a fait le chapitre 1, donc je t'invite à revoir le chapitre 1 pour comprendre ces histoires de couches. Hein. Alors Baraka, qu'est-ce que tu me dis? En quelque sorte, on peut avoir plusieurs commutateurs dans un réseau, mais ça dépend. Je peux avoir que des commutateurs. Tu prends par exemple des réseaux qui sont connectés avec des switches. Les switches ce ne sont pas des routeurs. Il n'y a que de la commutation. C'est de la commutation qui se fait au niveau 2, au niveau de la couche liaison. Donc si je n'ai que des switches, ça me suffit, je fais de la commutation. Par contre, si je mets des routeurs avec des switches, je fais du routage et je fais aussi de la commutation. D'accord? Je peux avoir maintenant des routeurs commutateurs, c'est-à-dire que certains moments les routeurs vont faire du routage et vont faire appel aussi des techniques de commutation pour acheminer les données. Donc je peux combiner les deux, de la commutation au niveau 3, parce que si je fais de la commutation au niveau 2, ça va être des switches. Si je fais de la commutation au niveau 3, c'est-à-dire au niveau avec le routage, là ça va être un commutateur routeur, c'est-à-dire qu'il va avoir des procédures de routage et des procédures de commutation. De toute façon, je reviendrai par la suite, hein, donc ne vous encombrez pas la tête pour le moment. Ça, c'est simplement une introduction. Le chapitre est encore là, hein, donc on verra en détail ces histoires-là. Ok, donc quand est-ce qu'on se verra? Dimanche, Inch'Allah. D'accord. Donc à dimanche. Merci, monsieur.